Monsieur Aménago. Je vais peut-être dire un mot sur l'OCDE, parce que c'est toujours sympa de savoir de quoi on parle. L'OCDE a été créé en 1980 par Raymond Barre, qui était économiste à l'époque, et qui trouvait qu'il n'y avait pas cet institut économique pour alimenter le débat. Et donc, a créé à ce moment-là 3 centres de recherche, un proche du patronat, c'était École, c'est du École, c'est même annoncé École, un proche des syndicats, c'est l'IRES, et on voulait un troisième complètement indépendant. Et il pensait que le seul endroit où on était indépendant en France, c'était l'université. Étant lui-même professeur à Sciences Po, a inscrit l'OFCE à Sciences Po. Vous voyez le lien entre l'OFCE et Sciences Po. Et donc le rôle de l'OFCE, c'est d'alimenter le débat économique, de refaire les calculs du gouvernement et de Bercy en ce qui perspective de croissance, en ce qui met en place une loi. On a à peu près les mêmes forces de calcul que Bercy. On n'est pas aussi nombreux qu'eux, mais globalement, on doit être sur les mêmes sujets que Bercy et montrer que l'économie est une science exacte et qu'il suffit de changer une petite hypothèse pour avoir des résultats qui sont complètement différents et nous donner un champ des possibles. Voilà, juste un petit mot. On parle, je représente l'OFCE ici, mais je m'appuie toujours sur les travaux que j'ai faits avec l'OFCE, c'est toujours bien de savoir d'où on parle. Alors, sur le travail dominical, peut-être avant de rentrer vraiment dans le sujet, je pense que ce qui est important, en tout cas dans mes 17 années à l'OFCE, ce que j'ai appris, c'est qu'une mesure économique dépend énormément du contexte économique dans lequel on prend cette mesure. C'est-à-dire que la même mesure prise dans un contexte différent peut avoir des conséquences complètement différentes. Donc il est quand même bien, juste avant de parler des conséquences économiques du travail dominical, de savoir dans quel contexte conjoncturel on est aujourd'hui. Enfin, un petit rappel, vous savez, mais c'est toujours bien de montrer le travail graphique. Donc globalement, ce premier graphique, c'est la richesse par habitant dans les grandes zones développées. Et vous voyez que ce qui me semble important dans ce graphique-là, c'est de montrer que la zone qui s'en sort le mieux aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et vous voyez que les États-Unis sont revenus en fin de l'année 2013 au niveau qui prévalait en termes de production de richesse par habitant avant la crise économique. C'est la seule zone développée, avec le Japon, mais pour des raisons un peu différentes, qui a réussi à revenir au niveau qui prévalait avant la crise. Vous voyez que pendant 6 ans, on était en dessous du niveau de production qui prévalait avant la crise. Et puisqu'on est plus nombreux, puisqu'on est plus productif, forcément, il y a un chômage de masse, on a besoin de moins de personnes pour produire moins. Vous voyez que les États-Unis, c'est un peu à part. Si je regarde la zone euro, vous voyez qu'on n'a pas retrouvé aujourd'hui les niveaux de production qui prévalaient avant la crise. Donc on est encore en récession, même si on prend les derniers chiffres, on est à 0 quelque chose en positif. Vous voyez que si on a une vision un peu plus lointaine des choses qu'on prend comme référence l'avant-crise, 2008, vous voyez qu'on produit moins par habitant aujourd'hui qu'on produisait avant la crise. Si maintenant j'expose la zone euro pour voir les disparités à l'intérieur des pays européens, vous voyez que là, l'Italie on ne le voit pas bien, c'est en bleu ciel, mais globalement j'ai pris les 4 grands pays. Vous voyez qu'il y a un pays qui est sorti de la crise, c'est l'Allemagne. Effectivement, aujourd'hui l'Allemagne produit plus qu'il produisait avant la crise. Et qu'il y a des pays comme l'Espagne et l'Italie qui continuent à s'enfoncer dans la crise. Et qu'il y a eu des signes plutôt positifs en Espagne les derniers trimestres, mais vous voyez que en termes de richesse par habitant, ça ne se voit pas vraiment, parce qu'ils continuent à avoir une population qui est relativement dynamique. Mais vous voyez que c'est assez important d'avoir ce graphique en tête pour voir que la France n'est ni le pire des élèves de la classe européenne, ni le meilleur, vous savez. Et vous voyez qu'on est vraiment en intermédiaire entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et que si je prends le cas de la France, aujourd'hui, on produit moins qu'en 2008. Voilà. Et on est plus nombreux et on est plus productif, donc forcément, on détruit les emplois et puisque la population augmente, le chômage ne peut qu'augmenter. Donc ça, c'est important de garder ça en tête, c'est qu'on est tout de même aujourd'hui dans une insuffisance de la demande, très clairement. Mais une insuffisance de la demande qui est aussi couplée avec des problèmes d'offres. C'est-à-dire que globalement, quand on regarde la situation des entreprises, elle est plus ou moins catastrophique. C'est macroéconomique, il y a des entreprises qui se portent bien, des entreprises qui se portent pas bien du tout, mais en moyenne, on voit que les taux de marge d'entreprise se sont effondrés et on a des niveaux de marge effectivement extrêmement délicats. Et on ne sait pas jusqu'où on peut tomber dans ces marges et à partir de quel niveau de marge, il y a des faillites en cascade qui vont apparaître. Donc effectivement, il y a des problèmes d'offres de ce point de vue-là, mais en même temps, les entreprises nous disent à l'INSEE, elles ont des marges de production inutilisées. C'est-à-dire que globalement, elles ont à leur sein, c'est ce que vous dites ce graphique, quand on leur pose des questions, est-ce que vous pouvez produire plus sans embaucher? C'est le très bleu, elles disent oui, massivement. On est à des niveaux de marge de production sans embauche qui n'ont jamais été observés, à part vraiment en plein milieu de la crise économique, mais sinon,
aujourd'hui, elles pourraient produire à peu près 2,5-3% de plus. C'est-à-dire qu'elles ont des sureffectifs en leur sein, et donc une production tirée par une utilisation de leur production à la fois de leurs effectifs et également de leurs équipements. Vous voyez ce que ce signale ce graphique, vous avez deux lectures, soit vous dites que vous avez une lecture positive, c'est-à-dire qu'il suffirait qu'il y ait plus de demandes pour que les entreprises puissent tout de suite y répondre en utilisant leurs sureffectifs et en utilisant leurs équipements utilisés. La deuxième conséquence, c'est de dire, enfin, négative, c'est de dire qu'avant que les entreprises recommencent à embaucher alors qu'elles sont en sureffectif, vous voyez qu'il va falloir du temps. Donc il y a des différences de lecture, mais vous voyez que globalement, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas penser qu'on a un problème d'offre en France. Vous voyez qu'on a une situation avec des entreprises qui est catastrophique dans le monde financier, mais il y a une production inutilisée qui n'attend qu'une demande supplémentaire. Et à la question, aujourd'hui, pourquoi vous ne produisez pas plus, elles disent massivement, c'est le trait orange, c'est uniquement des problèmes de demande. Donc aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, mettons, en 2016, ce qui n'était pas le cas en 2000, aujourd'hui, ces entreprises ne produisent pas plus, c'est parce qu'elles ont des carnets de commandes qui sont. Donc, vous voyez, dans ce contexte économique, est-ce que, alors le dernier point, c'est vrai qui nous intéresse un peu plus sur le travail dominical, c'est ce qui se passe sur la consommation des ménages et sur le taux d'épargne. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est un peu inquiétant, c'est que la consommation est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation vraiment de la consommation d'une année sur l'autre, alors que le taux d'épargne est en train de baisser. C'est-à-dire que les ménages sont en train de puiser dans leur taux d'épargne pour maintenir un niveau de consommation. Vous voyez, ça c'est un peu inquiétant parce que le taux d'épargne augmente en période de crise, c'est normal, ce qu'on appelle une épargne de précaution. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et du coup on épargne un petit peu. Là aujourd'hui, on est dans un chômage qui continue à augmenter, donc le taux d'épargne devrait augmenter parce que l'épargne de précaution devrait être plus forte. Mais on est à des revenus qui sont tellement faibles qui vont tout de même puiser dans ce taux d'épargne pour maintenir encore une fois la consommation. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand on voit ce graphique-là, on se dit que à la fois les entreprises n'ont pas de problème de production, enfin de capacité de production, elles ont des capacités de production inutilisées, de la main-d'œuvre inutilisée, des équipements inutilisés, mais aussi des marges qui sont dégradées. Et du côté des ménages, on dit ben voilà, ils vont puiser aujourd'hui dans leur taux d'épargne, malgré un contexte qui est incertain, pour maintenir une consommation. Alors, si on en vient au travail dominical, donc la première idée qui sous-tend le travail dominical, c'est de se dire si on ouvre le dimanche, ça va relancer la consommation. Alors, est-ce que cela peut se vérifier? Globalement, non. Les études économiques sur ce sujet nous indiquent que non. Il n'y a pas de lien entre ouverture du dimanche et consommation. Alors, sans doute le meilleur exemple, on ne se voit pas trop bien ici, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Donc l'Allemagne l'a fait en 2003. Alors, vous ne voyez pas le grisé, mais vous voyez que ici, vous avez le taux d'épargne. À partir de, normalement, on aurait dû s'attendre à une baisse du taux d'épargne. Et si vous ouvrez le dimanche, on aurait dû s'attendre à, puisque ça augmente la consommation, une baisse du taux d'épargne. Vous voyez que non, en 2003, le trait ne voyez pas très bien, peu importe, il se situe, je vais essayer de vous montrer avec une souris. Vous voyez, 2003, c'est ici, c'est ce trait-là. Vous voyez, donc, mais depuis 2003, au moment où ils ont ouvert, enfin, ils ont assoupli l'ouverture du dimanche, le taux d'épargne a même légèrement augmenté. Vous voyez, ce lien, quand j'ouvre le dimanche, ça permet aux ménages de consommer parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire en semaine. Vous voyez que si je prends le dernier cas d'un pays européen qui a assoupli sa législation, ça ne fonctionne pas. Et quand je regarde ce qui s'est passé en Allemagne sur le commerce de détail, on voit que la part du commerce de détail, qui aurait dû normalement augmenter en ouvrant un peu plus le dimanche, dans le total, a même légèrement diminué. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien très, très fort entre j'ouvre le dimanche et je consomme plus. Pourquoi? Parce que la principale contrainte de la consommation, c'est bien le revenu. Vous voyez que si vous ouvrez le dimanche, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir plus de revenus. Alors, il peut y avoir un lien entre ouverture le dimanche et revenus. Il y a deux canaux de transmission. Le premier canal qui est réel, c'est par le tourisme. Effectivement, ce n'est pas une consommation intérieure qui va augmenter, c'est une consommation tirée par l'extérieur. Les touristes qui viennent passer un week-end, effectivement, si le dimanche les magasins sont ouverts, il y a une probabilité qu'ils consomment plus que s'ils sont fermés. Et donc, s'il y a plus de consommation, ça ne peut pas se voir sur le taux d'épargne, mais ça peut se voir par les exportations, supplémentaires des exportations liées à ce phénomène-là. Alors, il faut juste rappeler, ça a été dit par M. tout à l'heure, que on a déjà des magasins qui sont ouverts dimanche. Et effectivement, dans les zones touristiques, il y a
une possibilité de travailler le dimanche. Or, les chiffres de la DARES sur qui travaille le dimanche, vous voyez, il y a 8,2 millions de personnes qui ont travaillé le dimanche en 2011, c'est un chiffre connu. Ça fait 6,5 millions de salariés. Et sur ces 6,5 millions de salariés, c'est 30%, c'est 30% de la population active. Et vous voyez que vous avez 13% qui travaillent régulièrement et 19% et 16% pardon, qui travaillent de façon occasionnelle. Mais vous voyez que pour 13%, c'est déjà une réalité. Et donc, alors, on peut toujours penser qu'on peut améliorer via le tourisme, c'est-à-dire que, effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a une zone touristique où la législation n'est pas encore assouplie, il faut le faire. Vous voyez que globalement, la question aujourd'hui, c'est le Bricorama. Est-ce que c'est les touristes qui vont au Bricorama le dimanche? Sans doute pas. À part si nos marteaux sont meilleurs qu'en Allemagne. Vous voyez que globalement, on ne peut pas penser que l'ouverture du dimanche des restaurants, des magasins de bricolage peut améliorer de ce point de vue-là les éléments de richesse des touristes. Donc, ce qu'on va ouvrir le dimanche, en ouvrant le dimanche, il y a des salariés qui vont toucher un salaire. Ce salaire va même être majoré, et donc c'est par ce mécanisme-là que le pouvoir d'achat va être augmenté. Alors, effectivement, le magasin qui ouvre le dimanche va mieux payer ses salariés. Donc, pour ces salariés-là, il y aura des gains de pouvoir d'achat, et il est possible qu'ils consomment plus. Le problème, c'est que tout le monde est vécu, c'est qu'il y a des secteurs qui vont gagner et des secteurs qui vont perdre. C'est-à-dire que si vous ouvrez le dimanche, il peut y avoir à la fois entre secteurs des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que pourquoi pas le secteur du bricolage va voir sa valeur ajoutée augmenter, mais au détriment. Vous voyez, si vous allez le dimanche consommer, si vous n'allez pas consommer le lundi ou le mardi, et sans doute dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'il est possible que la performance du dimanche, eh ben, si vous ouvrez le magasin dimanche, c'est plutôt tout le côté. Il y a d'autres comme les loisirs et certains secteurs de loisirs qui voient leur valeur ajoutée se tomber et donc détruire les emplois. Donc, vous voyez qu'il faut faire vraiment le raisonnement macroéconomique. Il peut y avoir effectivement des secteurs qui gagnent le dimanche, mais ça sera au détriment de d'autres secteurs. Et est-ce que la plutôt favoriser les grosses enseignes par rapport au petit commerce? Or, la productivité dans les grosses enseignes est supérieure au petit commerce, et donc les destructions d'emplois, ou les créations d'emplois qu'on va avoir dans les grosses enseignes, vont être contrebalancées par plus de destruction d'emplois dans le petit commerce. Et donc, globalement, pour l'emploi, ce que nous montraient les équipes du Sénat, c'est que ça risque d'être légèrement négatif. Puisque c'est proche de zéro et pas très significatif, on peut dire que ça ne crée pas d'emploi. Donc on revient à l'idée initiale, c'est que ça ne fait pas bouger le taux d'épargne. D'accord, mais même, il peut y avoir un petit aspect négatif par ces mécanismes-là. Il peut y avoir aussi un effet négatif sur le bien-être des citoyens. C'est-à-dire que globalement, effectivement, puisque ça favorise les grosses enseignes qui sont en périphérie des centres-villes, vous voyez que les citoyens qui préfèrent faire leurs courses à l'intérieur de la ville et pas à se déplacer, on pense plutôt aux seniors et au troisième âge, environ leur bien-être se détériorer. Et puis il y a un autre bien-être qui peut être détérioré, c'est, vous voyez que globalement, puisque les salaires vont être supérieurs si vous ouvrez le dimanche, il y aura donc un coût supérieur pour ces magasins-là qui risquent d'augmenter leur prix. Et vous voyez, et ces prix ne vont pas l'augmenter que le samedi et le dimanche.